Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le nouveau gouvernement sénégalais entre en fonction aujourd'hui après la publication de la liste de ses membres vendredi soir, dirigée par Ousmane Sonko. Cette équipe de 25 ministres et 5 secrétaires d'État est présentée comme un gouvernement de rupture. Qui le compose? Quelles sont ses priorités et quelles sont les attentes des Sénégalais? On en parle avec notre invité. Il s'agit de Abdoulatif Aïdara, il est directeur général du Centre africain d'intelligence stratégique basé à Dakar. Bonjour à vous, Abdoulaziz Aïdara, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, monsieur. Alors, tout d'abord, donc c'est aujourd'hui que ce gouvernement entre en fonction. Alors, quel commentaire sur sa composition? Enfin, c'est un gouvernement d'espoir, conformément à la volonté de la majorité de la population sénégalaise qui a participé activement aux élections. Et c'est un gouvernement qui a été formé par les leaders de l'opposition qui drainent avec lui une grande partie de la jeunesse. Donc, c'est des élections que la jeunesse qui exprime l'aspiration des jeunes. Donc, c'est un gouvernement d'espoir. C'est un gouvernement vraiment qui suscite l'espoir. Et sa composition aussi n'a pas été trop critiquée par les Sénégalais. En tout cas, comme c'est une nouvelle vague de politiciens qui est entrée en jeu, les gens n'ont pas de préjugés. Bon, les préjugés sont favorables parce que y en a qui sont inconnus du sérail politique qu'on n'a jamais vu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, c'est les mêmes politiciens de l'indépendance à nos jours qu'on voit partout. Il y en a qui étaient avec Senghor, qui sont actuellement avec Macky Sall. Donc, aujourd'hui, c'est une rupture, c'est un véritable changement avec de nouveaux politiciens, avec de nouvelles têtes. Il y a des inconnus du sérail politique qui sont venus. Maintenant, on ne peut pas les juger avant qu'ils n'entrent en action. On laisse le temps faire son temps. Alors, ce sont donc de nouveaux visages, comme vous le dites, des gens certains profils que le grand public découvre. Alors, est-ce un gouvernement politique ou plutôt orienté technocrate ou, comme le disent certains aussi, compétence? Je n'ai pas compris votre question. Alors, est-ce un gouvernement politique ou plutôt technocrate? Bon, c'est un gouvernement mixte. Parce qu'il y a des politiciens de l'opposition qui sont connus, qu'on connaît pour leur position souvent tranchée par rapport à ce qui se passait avec Macky Sall. Il y a aussi des inconnus, des technocrates. Il y a même 2 généraux là-dedans, des généraux d'armée, qui sont connus en tant que membres des forces de défense et de sécurité, mais jamais en tant que politiciens, jamais en tant que membres du gouvernement. En tout cas, donc c'est à suivre hein, ce nouvel attelage donc gouvernemental au Sénégal. Alors par rapport au nombre, il est vrai que ces dernières années, on était plutôt habitué à des gouvernements assez pléthoriques, une quarantaine de membres. Là, on a 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Pensez-vous que c'est juste une sorte d'entrée en matière ou ce format-là est appelé à se pérenniser? Oui, c'est-à-dire c'est difficile de juger. On ne sait pas si après ils ne vont pas augmenter parce que ça commence toujours comme ça. Après, on finit par augmenter le nombre de ministres. Mais ce que les Sénégalais ne tolèrent plus, c'est qu'on crée des structures, qu'on crée des ministères pour caser une clientèle politique. Je pense que ça, il y a une rupture totale vraiment par rapport à ce phénomène-là. Parce que l'attente des populations est énorme. Ceux qui ont le président qui veulent accompagner le nouveau Premier ministre, ce sont les jeunes. Parce qu'il faut pas, figurez-vous que au Sénégal, presque 65% ou 70% de la population a moins de 35 ans. C'est comme dans tous les pays africains. Et c'est des jeunes qui ont besoin de travail, qui ont des aspirations très profondes, qui ont besoin de justice sociale, de bonne gouvernance, c'est-à-dire la lutte contre la corruption,
le bon aménagement du territoire et qui ont besoin surtout de souveraineté, la souveraineté nationale. Vous savez, le Maroc est un bel exemple. Moi, j'ai été au Maroc, j'ai été à Dakhla, j'ai visité le port de Dakhla. Après l'exposé des ingénieurs, j'ai fait une remarque. La remarque est que je n'ai pas vu de Chinois dans le port. Je n'ai pas vu de Turcs dans le port. On n'a pas l'habitude de voir ça en Afrique. Parce qu'en Afrique, les grosses infrastructures sont conçues toujours par les étrangers. Or, ce qu'il faut, c'est ça. C'est-à-dire, il faut amener la souveraineté. Ce n'est pas seulement le fait de crier à l'indépendance. Non, il faut vivre la souveraineté. La souveraineté, c'est le fait de s'autosuffire, de faire les grandes choses par soi-même. Et ça m'a beaucoup séduit au Maroc. Et c'est ça l'aspiration des jeunes Sénégalais. Que les gens soient souverains, qu'ils ne dépendent plus de l'ancienne puissance coloniale, ni pour l'économie, ni pour les infrastructures, ni pour les infrastructures de base. Voilà. C'est assez extraordinaire, mais l'attente de la jeunesse s'articule autour de ça. Surtout la maîtrise du coût de la vie. La maîtrise du coût de la vie. Les denrées de première nécessité. Justement, quand vous parlez de cela, justement, quels sont selon vous les dossiers les plus urgents, les priorités, les mesures prioritaires qui devraient être prises par ce gouvernement? Les mesures les plus prioritaires de l'attente des jeunes, d'après ce qu'ils disent, c'est d'abord la justice sociale, la redevabilité des gens qui sont partis. Ça, c'est une aspiration de la population. Ensuite, il y a les denrées de première nécessité, les prix des denrées de première nécessité. La vie est très chère à Dakar. Il y a la location, le coût de la location. Les gens n'ont pas de maison et ils sont obligés de louer, mais la location, si vous enlevez la location du salaire du fonctionnaire, il ne reste plus rien. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la justice sociale, ça, c'est des choses. Ensuite, la sécurité. Vous savez, là, le Sénégal est entouré par une ceinture de feu. Les pays qui nous entourent sont des pays ou bien en guerre, ou bien qui sont tout près de la guerre, ou bien en proie avec le terrorisme. Et il y a même des incursions terroristes souvent. Donc, la sécurité est une dimension extrêmement importante sur laquelle les jeunes, les populations sénégalaises attendent le nouveau gouvernement. Donc, le coût de la vie et les mesures donc sécuritaires. Alors, cela dit, on sait qu'il y a aussi des promesses de campagne par rapport à cette souveraineté que vous évoquiez tout à l'heure, notamment par rapport aux accords miniers et pétroliers, mais aussi aux accords de pêche. Sur ces dossiers-là, comment, selon vous, le gouvernement devrait s'y prendre? C'est de travailler dans la transparence et travailler dans la justice sociale. Les accords de pêche sont des accords qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt des Sénégalais. Et c'est décrié par les hommes du secteur, les pêcheurs, c'est décrié par les populations aussi, qui vivent de la pêche. C'est des étrangers, des accords qui sont signés avec des étrangers, des accords qui sont signés avec des Chinois, des accords qui sont signés avec d'autres. Je n'ai rien contre les Chinois, je n'ai rien contre les Turcs, mais quand même, la pêche, elle est trop illégale et ça détruit un peu les zones halieutiques. Et ça, c'est déploré par les populations, les accords de pêche. Les accords du pétrole maintenant, concernant le pétrole, il faut travailler dans la transparence. Parce que si vous n'êtes pas transparent, le peuple va se soulever contre vous. Ça, c'est sûr. C'est des choses sur lesquelles les gens, les Sénégalais, ont les yeux rivés. Donc, je pense qu'il faut travailler dans la transparence et dans la justice sociale. La transparence et la justice sociale. Alors, en parlant justement de cette justice-là, on sait qu'avant cette belle alternance que le Sénégal vient de connaître, le pays a été plongé pendant 3 ans dans des violences politiques. Sur ce plan-là aussi, on parle de justice. Selon vous, comment les nouvelles autorités entendent solutionner
ce gros problème qui se pose au Sénégal actuellement par rapport à cette reddition des comptes et par rapport à ce devoir de justice sur tout ce qui s'est passé, sachant qu'une loi d'amnistie avait été votée au Parlement? Oui, la loi d'amnistie efface tout. La loi d'amnistie efface beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il faut laisser l'avenir, il faut laisser le temps au temps, comme on dit, pour qu'on puisse voir comment se comporteront les nouvelles autorités avec la loi d'amnistie. Parce que la loi d'amnistie concerne les nouvelles autorités, ça concerne aussi les anciennes autorités. Donc, est-ce que aussi ce n'est pas une manière d'effacer les choses pour éviter la reddition des comptes? Ben, on verra comme ils viennent de commencer. On ne peut pas les juger parce qu'ils n'ont pas encore. C'est aujourd'hui que le Premier ministre doit faire sa passation de service et les ministres le feront après. Donc, on ne peut pas d'emblée les juger, mais de toutes les façons, les gens s'attendent à la justice sociale. Là, de quel côté on va virer pour ça, avec cette loi d'amnistie qui absout presque beaucoup de personnes des méfaits, on verra qu'est-ce que les autorités, comment ils vont se comporter par rapport à ça. Alors, justement, qui parle de ça, parle de la réforme annoncée, en tout cas promise depuis plusieurs mois par rapport à la justice et aux organes de sécurité. Sur ce plan-là, on a vu les nominations qu'il y a eu. À quoi faudrait-il s'attendre aussi? Oui, la justice, bon, il y a des intellectuels qui prônent l'indépendance de la justice, c'est-à-dire presque le parquet réduire son rôle de manière drastique, parce que dans le système judiciaire, le parquet est très fort, et trop fort selon eux. Donc, c'est ce que je dis, il faudra laisser aux gens le temps de travailler, de se mettre dans les dossiers pour pouvoir les juger. Mais là où les gens attendent, c'est qu'il y ait une indépendance totale de la justice par rapport à la politique. Parce qu'on sent dans la manière dont les choses se passent, comment la justice peut être instrumentalisée au profit de la politique. On peut instrumentaliser la justice pour emprisonner un événement, un opposant, pour emprisonner quelqu'un qui gêne, pour le libérer aussi quand on veut. Ça aussi, c'est des choses qu'il faudra étudier, qu'il faudra revoir pour voir comment la justice peut être indépendante des hommes politiques. Comment la justice peut continuer, à l'image du Conseil constitutionnel du Sénégal, à arbitrer les jeux politiques au Sénégal. Alors, il y a, lors de sa première adresse à la nation à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a aussi proposé des réformes par rapport à l'organisation, au système électoral, à l'inscription sur les listes électorales. On sait que tout cela avait créé pas mal de remous. Comment voyez-vous ces nouvelles orientations du nouveau président? Oui, j'ai entendu le discours du nouveau président. Il parle de CENI à la place de Sénat. Moi, je pense que les appellations ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est le contenu. Au Sénégal, quand même, quoi qu'on puisse dire, il y a un bon système électoral. Et c'est ce bon système électoral qui a permis à cette jeunesse-là d'accéder au pouvoir. Maintenant, il y a des imperfections qu'il faut changer. Le nom importe peu. C'est les imperfections qui ont été constatées lors de l'organisation des élections qu'il faut changer. Par exemple, les élections législatives dernières, la liste majoritaire, la vraie liste, n'a pas été acceptée parce qu'il y a eu des anomalies. Et c'est une liste secondaire qui s'est substituée à la vraie liste. C'est parce que Ousmane Sonko, par exemple, il devait être député, il était sur la liste des députés. Lui aussi et tous les majors plutôt de l'opposition étaient dans une liste, mais cette liste-là s'est substituée à une autre liste parce que cette liste-là n'a pas respecté certaines règles. Je pense que c'est des choses qu'il faudra revoir. Ça, c'est de petites anomalies qu'il faut corriger. C'est des problèmes de procédure, mais en réalité, le système sénégalais des élections est bon. C'est un bon système. Ça nous permet d'aller à l'alternance. Personne ne peut voler des élections au Sénégal. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Donc, c'est pas le fait de changer de nom, mais le fait d'améliorer le contenu et de tirer les leçons de ce qui s'est passé. C'est de simples améliorations qu'il faut faire. Alors, une autre question, bien évidemment, c'est la politique étrangère. En tout cas, cela suscite pas mal d'attention à travers le monde. Selon vous, quelle devrait être la nouvelle orientation sur le plan de la politique étrangère du Sénégal? La politique étrangère, c'est d'abord de faire la paix avec ses voisins. Le Sénégal est entouré par des voisins. Je pense que cette diplomatie, cette logique des relations internationales qui fait que plus on est loin, plus on est amis, plus on est près, plus on est ennemi, le Sénégal doit vaincre ce démon-là. Essayer de faire en sorte que ses voisins soient ses premiers amis. Ensuite, il faut de la diplomatie, non pas pour simplement les relations, etc., mais il faut de la diplomatie économique. Il faut que les gens essaient de voir comment tirer le plus grand profit des relations que le Sénégal peut avoir avec les autres pays. La diplomatie économique. La diplomatie, non pas une diplomatie aussi européenne, une diplomatie avec l'Europe, une diplomatie avec la France, mais qui met le Sénégal dans le système d'intérêt de ces pays-là. Je pense que c'est le contraire qu'il faut. Il faut que le Sénégal se soucie de ses propres intérêts, les propres intérêts des Sénégalais, et fasse de la diplomatie économique avec les pays qui acceptent le gagnant-gagnant. Il y a beaucoup de pays du monde qui le font actuellement. Le gagnant-gagnant. Les relations avec certains pays, comme le Maroc par exemple, c'est des relations d'égal à égal, des relations gagnant-gagnant, des relations d'investissement où personne ne cherche à tromper l'autre. Mais si vous vous mettez dans les griffes des pays occidentaux, ils vous exploitent. Nous avons subi l'exploitation après la colonisation, la néocolonisation, l'exploitation jusqu'à nos jours. Je pense qu'il faut mettre un terme à ça. Dans les relations internationales, il faut toujours miser sur le gagnant-gagnant. Le gagnant-gagnant, donc, mot d'ordre de cette politique étrangère. Merci à vous, Abdoulatif Aïdara. Vous êtes directeur général du Centre africain d'intelligence stratégique basé à Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, monsieur. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.